Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café et qui n'a failli pas avoir eu lieu à cause des nombreux retards à la SNCF hier. Et bon, c'est pas si grave car l'essentiel c'est que vous regardez en ce moment l'émission et vous allez comme d'habitude découvrir plein de nouveautés autour du développement et comme d'habitude aussi en une dizaine de minutes. D'ailleurs aujourd'hui ce sera un tout petit peu plus axé sur le mobile avec un équivalent de Lighthouse, des infos sur Flutter ou encore Android et encore quelques petites surprises à droite et à gauche. Et comme j'aime à vous le dire, eh bien sortez vos meilleurs cafés parce qu'on commence tout de suite. On va commencer avec du Flutter et plus particulièrement en s'intéressant aux plugins ou alors aux bibliothèques si vous préférez avec la bonne traduction en français. Pour ça, dans le fichier pubspec.yaml, on peut définir des caractéristiques qui seront affichées sur pub.dev comme le nom du plugin, les dépendances et depuis récemment, on peut aussi enrichir les informations avec des captures d'écran ou encore le moyen de soutenir financièrement le projet. Et par l'intermédiaire du japonais Mono sur Twitter, on découvre que le projet Retry de chez Google a maintenant une sous-section nommée Topics avec ici comme valeur Network et HTTP. Alors pour l'heure, il n'y a rien d'affiché sur la fiche de pub.dev, mais on pourrait imaginer qu'on puisse désormais filtrer un package par catégorie, ce qui serait quand même pas un luxe parce qu'avec plus de 30 000 dépendances, eh bien c'est quand même assez bordélique pour trouver des dépendances. Très vite, on change d'univers pour celui d'Apple et plus particulièrement de la toute nouvelle version de WatchOS, à savoir la 9.4 qui est sortie lundi. Là-dessus, je ne sais pas si c'est lié aux restrictions réglementaires ou si c'est plutôt parce que l'espace de stockage est moins élevé, mais Apple permet désormais de supprimer toutes les applications préinstallées et ce directement depuis les montres. Bien sûr, Apple n'en a pas fait la com, mais l'info s'est glissée dans une page du support et les yeux aiguisés des sites spécialisés Apple n'y sont pas passés au travers. Bon après, quand je parle de nouveautés, c'est pas tout à fait vrai parce que en fait, le fait de pouvoir désinstaller les applications préinstallées, c'était auparavant possible à travers l'application Compagnon de l'iPhone. A noter que dans la doc, Apple souligne que le fait d'enlever certaines applications, et notamment l'application santé, ça peut avoir des répercussions, parce que dans l'exemple de l'appli santé, eh bien ça peut enlever tout l'aspect santé de la montre, avec par exemple les notifications en cas d'alerte qui ne fonctionneraient plus, ce qui est quand même la grosse valeur ajoutée de ces montres. On enchaîne avec une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n'aiment ni Safari, ni Chrome, ni Firefox, mais plutôt Arc, car c'est un navigateur disponible en bêta fermée sur macOS et qui offre une approche assez différente de l'interface utilisateur classique des navigateurs. Et là-dessus, je vais vous donner des nouvelles, bonnes comme mauvaises, car il va y avoir une application sur l'iPhone, et malheureusement ce ne sera pas une déclinaison du navigateur, mais plutôt une application compagnon. Si on regarde les informations de la fiche de l'App Store, on peut accéder à ces onglets ouverts sur l'ordinateur, ou encore les Spaces et les notes. Je vous ai bien sûr mis le lien pour le télécharger dans la description. A noter que si toutefois vous voulez tester Arc sur votre Mac, je crois que j'ai quelques invitations. Dans ce cas-là, envoyez-moi un mail et il est affiché dans la partie info de la chaîne. Après Apple, eh bien en toute logique direction Android, où notre très cher Michel a plein d'infos sur l'écran permettant de partager du contenu. Le problème aujourd'hui, c'est que certaines applications comme Chrome ont leurs propres écrans, et même chaque constructeur y font parfois un peu leur tambouille. Et pour l'exemple de Chrome, ils en font un custom, c'est parce qu'ils veulent afficher leur propre raccourci, ce qui n'est pas possible actuellement. Mais l'idée c'est que sur Android 14, Google va taper du poing sur la table en mode 49.3 et uniformiser le tout. Pour ça, l'extra Custom Actions sur les intents pourra accueillir une liste d'objets Chooser Action et ils pourront chacun contenir un libellé, une icône, mais surtout un intent vers l'action qui sera lancée. En tant que tel, des API sur Android 13 QPR2 sont déjà disponibles, mais vu qu'elles sont cachées, eh bien on sera obligé d'attendre Android 14. Et d'ailleurs, je vous avais dit que ce composant affichant l'écran de partage, il allait passer dans le project Mainline pour permettre de le faire évoluer indépendamment et sans que les constructeurs n'aient trop leur mot à dire. Mais c'est pas tout, car il existe aussi un intent pour vous notifier si toutefois l'utilisateur veut faire un changement. Et je vous explique le use case. Imaginons que l'utilisateur y sélectionne plusieurs photos, puis finalement il veut changer sa sélection. Et bien cet intent il contiendra les photos initiales pour vous permettre de gérer ça correctement dans votre appli. Et d'ailleurs, petit changement visuel au passage, lors de la sélection de plusieurs images, et bien désormais il y a un scroll horizontal pour vous permettre de tout voir. Et enfin, dernier changement, vous pouvez dire lorsque vous partagez des images si vous voulez joindre du texte ou non. Bref, là-dessus, d'une manière générale, Google n'a rien communiqué, et vu que les API elles sont pas stables, on pourrait peut-être imaginer que le comportement pourrait changer, mais bon, on va quand même pas imaginer qu'ils vont tout détruire du jour au lendemain. Et voilà, c'était pour cette première partie autour du mobile, mais c'est pas tout à fait fini, mais bien sûr avant, place aux actus en bref. On commence par UbiPorts, qui est le projet qui maintient en vie Ubuntu Touch depuis que Canonical l'a abandonné en 2017. Un petit séisme se produit car la version basée sur Ubuntu 20.04 est enfin disponible. Elle repose sur Android 9 et permet la mise à jour de composants comme GCC ou Qt.
Ensuite, les noms de domaine en .fr se portent bien puisque la FNIC a indiqué que plus de 750 000 nouveaux domaines avaient été enregistrés en 2022. Au niveau mondial, le .fr est d'ailleurs en croissance là où le .com subit un ralentissement du nombre d'enregistrements. Côté OpenAI, des plugins sont disponibles depuis la semaine dernière, mais seulement une partie a été dévoilée car selon ce tweet, environ 80 seraient en gestation, avec notamment du Slack, Instacart ou encore Expedia. D'ailleurs, selon James Cameron, le réalisateur de Terminator, il a indiqué sur ce sujet qu'il pensait que l'IA peut être géniale, mais qu'elle pourrait aussi littéralement être la fin du monde. Et il s'interroge également en disant « Et voulons-nous vraiment nous battre contre quelque chose de plus intelligent que nous, qui n'est pas nous, dans notre propre monde? Je ne pense pas. » Et pour terminer, et sans transition, je voulais en profiter pour vous présenter le jeu Troubleshooting qui devrait prochainement sortir. Vous êtes dans la peau d'un fichier JPEG qui doit sauver sa famille d'un virus. Pour les plus geeks d'entre vous, ça devrait vous plaire. Pour reprendre, je vais à nouveau vous montrer un outil pour mobile et qui casse la baraque puisqu'il peut rejoindre sans problème Maestro qui fait des tests end-to-end ou encore les Waldo Sessions qui permet de tester des applications Android ou iOS dans le cloud. Et avant de vous présenter ce fameux outil, eh bien un tout petit peu de contexte puisqu'il existe Lighthouse qui est proposé par Google et qui permet d'obtenir un score pour savoir la qualité des pages web en ayant des métriques sur les performances, l'accessibilité et plein d'autres éléments. Et bien sûr, tout ça aura un impact non négligeable sur le SEO. Et l'idée, c'est non pas que Lighthouse marche avec les applis mobiles, mais plutôt que l'agence BAM, qui est à la fois à Paris et à Nantes, y propose Flashlight. Donc il y a un petit clin d'œil entre Flashlight et Lighthouse. Dans leur approche, ils font exactement comme Maestro, à savoir fournir l'outil en open source, et si vous voulez le déployer, pour ça, ils proposent le nécessaire avec du cloud. Dans l'idée, ça ne marche que sur Android pour le moment, et avec n'importe quel type d'application, c'est-à-dire autant du natif que n'importe quel framework cross-platform. Pour ça, vous allez lancer la commande Measure et vous faites ensuite une série d'actions sur votre téléphone. Et une fois que tout est terminé, il y a un fichier JSON qui est généré. Bon, en tant que tel, le JSON, il n'est pas super attirant, mais avec la commande Flashlight Report, ça vous génère une belle page web qui est parfaitement lisible. Et si on s'interroge un peu plus sur son mode de fonctionnement, ça analyse ce qui se passe à l'écran. Vous pouvez donc faire ces actions à la main, mais vos résultats seront difficilement comparables d'une fois à l'autre. Ou alors vous exécutez une séquence de tests, typiquement avec Maestro. Vous pouvez simplement utiliser l'outil sous cette forme ou alors en passant par Flipper et qui regroupe plusieurs outils tout en un, et ici Flashlight en fait ce sera un plugin. Si ça vous intéresse, je vous ai bien sûr mis le lien dans les commentaires, et pour ce qui est de la version cloud en revanche, c'est derrière une bêta fermée, il faut donc donner votre mail et ensuite croiser les doigts. Ensuite, on va encore se parler mobile, mais sur un aspect plus haut niveau, et pour ça je vais vous parler d'une application qui s'appelle Pinduo Duo et dont il est fort probable que vous ayez jamais entendu parler. Mais pour la faire courte, il s'agit d'une application chinoise qui était notamment disponible aux États-Unis et qui connaissait une croissance fulgurante. L'idée c'est qu'elle affichait des prix relativement bas et elle misait sur la notion de relation entre les acheteurs et les vendeurs. Mais si je parle au passé, c'est que Google a complètement supprimé cette application du Google Play et elle n'est pas prête d'y retourner. Pour vous expliquer, vu qu'en Chine, le marché des boutiques d'applications est assez complexe, il faut la publier dans de multiples stores, et les chercheurs de Lookout ont découvert que sur certaines déclinaisons de ces stores, eh bien l'application Pinduo Duo, elle contenait plusieurs vulnérabilités de type 0 day qui permettaient, ni vu ni connu, de télécharger du code et de l'exécuter à distance. Ça permettait notamment de récupérer des données personnelles ou encore d'installer des applications. Par contre, et a priori, les versions publiées sur l'App Store et le Google Play ne contenaient pas ces vulnérabilités, mais Google a préféré faire preuve de prudence et donc les supprimer. De son côté, l'éditeur de Pinduo Duo dit qu'ils n'y sont pour rien, mais bon, comme le dit, le mal est déjà fait, et je pense qu'ils peuvent déjà mettre la clé sous la porte de la division américaine, et s'ils rêvaient de s'installer en Europe, eh bien il faut quand même plus y compter du tout. En tout cas, c'est pas ça qui va améliorer les rapports entre la Chine et les US. Et enfin, si je vous parle des interdictions en Europe avec le RGPD, vous savez qu'il y a Google et Firebase Analytics, mais aussi Google Fonts. Eh bien, un troisième lascar vient de s'ajouter à la liste, mais avant de vous dire lequel, je dois vous expliquer un tout petit peu l'histoire. Pour ça, vous avez probablement déjà entendu parler du service de location de scooters en libre service qui s'appelle Cityscoot et qui est disponible en France, en Italie et en Espagne. Et jusqu'à présent, la société récoltait des données de géoloc et se justifiait à travers plusieurs usages, c'est-à-dire vérifier des éventuelles infractions au code de la route, pour le support client ou encore les vols. Mais après une enquête des CNIL des trois pays, donc la France, l'Espagne et l'Italie, Cityscoot a été condamné car les trois entités ont jugé, et je les cite, qu'aucune de ces finalités ne justifie une collecte de données de géoloc aussi fine que celle effectuée par la société. Mais il n'y a pas que ce reproche puisque les CNIL ont aussi mis en avant que des prestataires pouvaient avoir accès à ces données sans pour autant que ce soit clairement exposé. Et le troisième point, et qui met fin à l'immense teasing que je vous faisais, eh bien c'est que le reCAPTCHA de Google est aussi illégal. En tout cas, pour être précis, c'est si vous ne demandez pas le consentement à l'utilisateur.
Dans leur cas, il l'utilisait dans l'écran de l'inscription, mais les CNIL indiquent que des données sur les matériels et les logiciels sont collectées par Google et envoyées en dehors de l'Union européenne, ce qui est donc illégal sur l'aspect RGPD. Pour ces 3 motifs, Cityscoot a été condamné à 125 000 €, sachant que le montant il dépend du chiffre d'affaires. C'est peut-être pour cette raison que vous trouvez que le montant est quand même assez faible. Ça fait donc 3 services plutôt populaires de chez Google qui sont interdits en Europe, et une nouvelle fois, eh bien, je me demande vraiment pourquoi il reste les bras ballants. Et voilà, c'était tout pour ce numéro 164 de Dev Café. J'espère qu'il vous aura autant plu qu'il a été galère et rapide à faire pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à faire le petit like et à partager la vidéo autour de vous. Et sur ce, eh bien, n'oubliez pas de souhaiter les fêtes des Gladys et Archibald. Et je vous donne donc rendez-vous comme d'habitude dès demain, même chaîne et même heure, pour le prochain épisode.